Bonjour Rémi. Bonjour Guillaume. Donc aujourd'hui j'ai quelques questions à te poser. Notamment, on va commencer par la rémunération des gérants et des actionnaires. Imaginons que dans une société, avec un actionnaire et un gérant, cette société facture une prestation à une autre société et que la personne qui est gérant décide de laisser l'argent dans la société. Ça veut dire qu'elle ne prend ni dividendes qui sont normalement faits pour payer les Les associés, associés. ni salaires qui sont normalement faits pour payer les gérants. Comment ça se passe en cas de contrôle fiscal? Est-ce qu'on peut reprocher à la personne de ne pas avoir pris de rémunération sur le flux de trésorerie qui est laissé dans la société? Alors pour moi non, en fait il faut appréhender deux choses, c'est qu'au niveau de la société, en gros elle va dégager un résultat plus important que si la personne s'était pris une rémunération. Donc vis-à-vis de l'administration, elle va collecter un impôt sur les sociétés plus important. D'accord? Donc ça générera un résultat plus important qui sera entre guillemets mis en fonds propres, c'est-à-dire en report à nouveau pour d'éventuelles distributions de dividendes. Donc ça, c'est sur l'aspect de la société. Pour moi, il n'y a pas de souci. Ensuite, sur l'aspect de la rémunération de la personne, tout dépend après si elle a également d'autres sources de revenus professionnels. Est-ce que c'est une activité principale? Est-ce que c'est une activité accessoire? Et là, effectivement, s'il n'y avait pas d'autres activités à part celle-ci, l'administration pourrait légitimement s'interroger sur la nature des revenus et la façon dont vit la personne. Mais pour répondre précisément à la question, pour moi, ça ne pose pas de problème à la société dans le sens où l'administration collectera un impôt plus important puisqu'elle ne prendra pas de Et rémunération. si la personne, elle touche des aides? Alors après, tout dépend le type d'aide. Si ce sont des Il y a aides... des aides qui sont faites sur... Oui, ça dépend si ce sont des aides qui sont conditionnées, je vais dire, à des obligations de travail ou pas. Notamment, je pense à des aides de Pôle emploi, de cumul, etc. Là, effectivement, on pourra avoir éventuellement un souci. Mais encore une fois, ça, ce sont des cas atypiques qui seront, je vais dire, éventuellement jugés et contrôlés par les administrations au cas par cas. Ok, très bien. La question suivante, c'était lors de LBO, de sel. Donc, Alors je précise que les LBO, c'est les reventes entre qu'on guillemets a déjà de évoqué. fonds, alors pas à soi-même, mais c'est des reventes à des sociétés avec l'effet de levier, soit du crédit par la banque, soit du crédit vendeur. Le LBO, c'est à dire qu'il y a une société qui rachète Achète, la société avec les banques et avec un apport souvent oui, de l'associé et du gérant. c'est ça. Donc, dans le cas d'une LBO, d'une SEL, donc je voudrais parler des LBO, des SEL dans le holding classique et dans les SPFPL. Et qu'est-ce qui vaut mieux pour un praticien quand il achète une patientèle? Est-ce qu'il vaut mieux qu'il la rachète en BNC? Est-ce qu'il vaut mieux qu'il la rachète en CELARL? Ou est-ce qu'il vaut mieux qu'il la rachète en CELARL via la détention de la CELARL par une SPFPL, sachant qu'il y a des possibilités de remonter les résultats entre les sociétés en ayant une imposition moindre des dividendes. Qu'est-ce que tu en penses? Alors j'ai envie de te dire, Guillaume, que en fait tout dépend, encore une fois, c'est au cas par cas. Prenons l'exemple, on va être très concret, on va essayer, de la personne qui s'installe toute seule. L'intérêt qu'elle ait tout de suite de mettre en place une SEL ou une SFPL, à voir. Donc l'idée très souvent c'est de s'installer en nom propre, d'accord? C'est de commencer l'exploitation, c'est de voir si son business tourne bien et ensuite, je veux dire au bout de 4, 5 ans, voire 6 ans, 7 ans, il peut y avoir un intérêt effectivement à réfléchir à un changement de mode d'exercice. Et là, effectivement, la SEL, par contre, va prendre tout son intérêt puisque la SEL est une société, c'est une personne morale qui va se porter acquéreur de la patientèle. Et si on fait un montage par financement bancaire, à ce moment-là, le praticien peut et va toucher entre guillemets, le fruit de son travail, c'est-à-dire la valorisation de sa patientèle. Ensuite, il aura un délai de 5 ans, 6 ans, 7 ans, ça c'est à définir ultérieurement, pour savoir, entre guillemets, pour rembourser son prêt. D'accord ? Au bout des 7 ans, rien ne l'empêche, si lui il évolue dans sa vie professionnelle, qu'il souhaite réduire le rythme d'activité, d'envisager une association, de dire moi je vais associer des nouveaux praticiens et là il y a deux options, soit je fais une vente de parts, soit éventuellement je crée des sociétés holding, donc les SFPL, qui vont en fait avoir la particularité de racheter les titres de la CELARL
avec également un montage par effet de levier via l'emprunt et la remontée de dividendes. Donc toi, tu vois ça sur plusieurs années sur la vie d'un praticien. Oui, parce qu'après, ce qu'il faut bien avoir en tête aussi, Guillaume, c'est que faire des montages trop sophistiqués, trop élaborés, ok, on peut les faire, mais c'est quand même frayeux, ça coûte entre guillemets de l'argent, et à un moment donné, le praticien, est-ce qu'il a une capacité à absorber tous ces frais, ces sociétés? À voir. Mais le montage doit correspondre à un intérêt économique et un intérêt du praticien dans son mode d'exercice. Merci Rémi.